Dans les archives judiciaires de Memphis, Tennessee, dissimulées pendant près de 150 ans dans les caves humides du palais de justice du comté de Shelby, on découvrit en 1987 une liasse de documents reliés par un ruban noir. Ces papiers jaunis relataient l'histoire d'une femme de la haute société qui, entre 1832 et 1853, donna naissance à 14 enfants esclaves, tous conçus avec son propre frère. Cette révélation bouleversa les rares historiens qui eurent accès aux manuscrits. Mais ce qui les troubla davantage encore fut la découverte que cette histoire n'était pas celle d'une folie passagère, mais d'une entreprise méthodique, protégée par les lois les plus sombres de l'esclavage américain et par le silence complice d'une communauté entière. Avant de poursuivre dans les méandres de cette affaire qui défie l'entendement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à commenter de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires enfouies que l'histoire officielle préférerait oublier. Pour comprendre comment une telle aberration put exister pendant plus de 20 années sans que personne n'intervienne, il faut replonger dans le Tennessee des années 1830, cette période où le commerce du coton transformait le Sud-Américain en une machine économique d'une brutalité sans précédent. Memphis, située sur les rives boueuses du Mississippi, était alors une ville en pleine expansion, encore marquée par sa fondation récente en 1819. Les épidémies de fièvre jaune la ravageaient régulièrement, emportant parfois le tiers de sa population en quelques semaines d'été torride. Dans ce climat de mort omniprésente et de fortune rapide, les règles sociales se négociaient différemment qu'à Charleston ou à la Nouvelle-Orléans. La famille Caldwell était arrivée dans le Tennessee en 1828, fuyant les dettes accumulées en Virginie par le patriarche Edmund Caldwell, joueur invétéré qui avait dilapidé l'héritage familial dans les tripots de Richmond. Avec les derniers vestiges de leur fortune, Edmund avait acheté une propriété de 200 acres à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Memphis, dans une région où les plantations de coton commençaient tout juste à s'établir. La maison elle-même était modeste pour des gens qui prétendaient appartenir à l'aristocratie virginienne. Une bâtisse de bois à 2 étages, avec une véranda qui courait sur toute la façade, construite dans le style fédéral qui caractérisait les demeures de la première génération de planteurs. Derrière la maison principale se trouvaient les quartiers des esclaves, une rangée de cabanes en rondins dont les interstices laissaient passer le vent glacial de l'hiver et la chaleur suffocante de l'été. Edmund avait amené avec lui sa femme, Constance, une femme au visage pâle et aux mains tremblantes, consumée par une maladie pulmonaire qui l'emporterait en 1833. Il avait également emmené ses 2 enfants, Nathaniel, alors âgé de 22 ans, et sa sœur cadette, Abigail, qui venait de célébrer ses 19 ans. Les habitants de la région remarquèrent immédiatement l'étrange proximité qui unissait le frère et la sœur. Ils étaient toujours ensemble, parlant à voix basse, échangeant des regards que les voisins qualifiaient d'inappropriés. Mais dans une société où chacun gardait jalousement ses secrets et où les questions indiscrètes pouvaient mener à des duels mortels, personne n'osa formuler ouvertement ses soupçons. La famille possédait initialement 8 esclaves, achetés à crédit auprès d'un marchand de Memphis dont les registres ont depuis disparu. Parmi eux se trouvaient 3 hommes adultes pour le travail des champs, 2 femmes affectées aux tâches domestiques et 3 enfants dont on attendait qu'ils deviennent productifs dans quelques années. Les Caldwell traitaient leurs esclaves avec une dureté particulière, même selon les standards brutaux de l'époque. Nathaniel supervisait personnellement les punitions, utilisant le fouet avec une fréquence qui choquait même les contremaîtres les plus endurcis des plantations voisines. Mais c'était Abigail qui inquiétait véritablement ceux qui la rencontraient. Grande et mince, avec des cheveux d'un noir profond qu'elle portait toujours strictement tirés en arrière, elle possédait une beauté sévère que certains qualifiaient de presque masculine. Ses yeux gris-vert semblaient traverser les gens plutôt que les regarder. Elle parlait peu, mais lorsqu'elle s'exprimait, c'était avec une précision et une froideur qui mettaient mal à l'aise.
Contrairement à la plupart des jeunes femmes de son rang et de son âge, Abigail ne manifestait aucun intérêt pour les activités sociales de Memphis. Elle refusait systématiquement les invitations au bal, au thé et aux réceptions qui rythmaient la vie de la société locale. Quand on lui demandait si elle envisageait de se marier, elle répondait invariablement qu'elle ne voyait aucune utilité à échanger la compagnie de son frère contre celle d'un étranger. L'affaire débuta véritablement à l'automne de 1832, quelques mois avant la mort de Constance Caldwell. Une esclave nommée Patience, âgée d'environ 16 ans, qui servait comme femme de chambre personnelle d'Abigail, tomba enceinte. Dans les plantations du Sud, de telles grossesses n'étaient pas rares et suscitaient rarement des questions. Les maîtres fermaient généralement les yeux sur les relations entre esclaves, considérant les naissances comme un moyen d'augmenter leur capital humain sans frais supplémentaires. Mais ce qui rendit cette grossesse différente fut la réaction d'Abigail elle-même. Au lieu de punir Patience ou de la vendre, comme le faisaient habituellement les maîtresses blanches lorsqu'une esclave tombait enceinte sans permission, Abigail manifesta un intérêt presque maternel pour l'état de la jeune femme. Elle veilla personnellement à ce que Patience reçoive une nourriture suffisante, lui épargna les travaux pénibles et fit même venir un médecin de Memphis pour s'assurer que la grossesse se déroulait normalement. Ce comportement inhabituel suscita des commentaires parmi les autres esclaves, qui ne comprenaient pas cette sollicitude soudaine de la part d'une maîtresse habituellement si distante et cruelle. Le docteur Samuel Pritchard, qui examina Patience à 3 reprises pendant sa grossesse, nota dans son journal personnel, retrouvé bien des années plus tard, qu'il avait été frappé par l'attitude étrange de mademoiselle Caldwell. Elle posait des questions d'une précision médicale inhabituelle, s'enquérant de la morphologie du fœtus, de la couleur de peau probable de l'enfant, des caractéristiques héréditaires qui pourraient se transmettre. Le docteur Pritchard écrivit qu'il avait ressenti un malaise indéfinissable en présence de cette femme, comme si elle considérait la grossesse de son esclave non pas comme un événement naturel, mais comme une expérience scientifique dont elle suivait attentivement le déroulement. Patience accoucha en juin 1833 d'un garçon au teint clair, beaucoup plus pâle que la peau noire de sa mère. L'enfant fut prénommé Samuel, et Abigail insista pour qu'il soit élevé dans la maison principale, plutôt que dans les quartiers des esclaves. Cette décision provoqua un certain émoi parmi les domestiques blancs que les Caldwell employaient occasionnellement, mais Edmund, le patriarche, soutint sa fille sans poser de questions. Nathaniel, quant à lui, observait ces événements avec un sourire satisfait qui troublait profondément ceux qui le remarquaient. Constance Caldwell mourut en octobre de cette même année, emportée par la tuberculose qui la minait depuis des années. Sa disparition, plutôt que d'imposer un deuil respectueux à la maisonnée, sembla libérer quelque chose dans le comportement de ses enfants. Nathaniel et Abigail, qui jusqu'alors conservaient au moins une apparence de décorum en présence de leur mère, abandonnèrent toute retenue. Ils prenaient désormais leur repas en tête-à-tête dans la grande salle à manger, s'isolaient pendant des heures dans la bibliothèque et partageaient de longues promenades nocturnes dans les champs de coton, marchant côte à côte sous la lune pâle du Tennessee. Dans les mois qui suivirent la naissance du petit Samuel, un schéma inquiétant commença à se dessiner. Patience tomba de nouveau enceinte au printemps de 1834, et cette fois encore, Abigail manifesta la même attention méticuleuse. Mais ce ne fut pas la seule grossesse qui survint cette année-là dans la plantation Caldwell. Une autre esclave, Rachel, qui travaillait au champ, se retrouva elle aussi enceinte, et Abigail la fit immédiatement transférer aux tâches domestiques, lui accordant les mêmes privilèges qu'à Patience. Les hommes esclaves de la plantation commencèrent à murmurer entre eux. Aucun d'entre eux n'avait eu de relation avec Patience ou Rachel. Les 2 femmes avaient été isolées des quartiers des esclaves masculins depuis plusieurs mois, dormant désormais dans une petite annexe attenante à la maison principale. Pourtant, elles étaient manifestement enceintes, et personne n'osait poser la question évidente. Qui était le père? Joshua,
un esclave d'une quarantaine d'années qui travaillait comme forgeron sur la propriété, fut le premier à formuler ouvertement ses soupçons. Un soir, alors qu'il réparait des fers à cheval près des écuries, il confia à un compagnon qu'il avait vu M. Nathaniel sortir de l'annexe des femmes bien après minuit, reboutonnant sa chemise dans l'obscurité. Le lendemain matin, Joshua disparut. On ne le revit jamais. Nathaniel expliqua aux autorités que l'esclave s'était enfui pendant la nuit et qu'il avait sans doute réussi à traverser le Mississippi pour gagner l'Arkansas. Personne ne questionna cette version, même si plusieurs esclaves affirmèrent plus tard avoir entendu des coups de feu dans les bois cette nuit-là, suivis du bruit d'une pelle creusant la terre meuble près du bayou. Le silence s'installa sur la plantation. Les esclaves comprirent que poser des questions pouvait être mortel. Patience et Rachel donnèrent naissance respectivement à des filles prénommées Mary et Ruth, toutes deux d'un teint remarquablement clair, avec des traits qui évoquaient étrangement la physionomie des Caldwell. Abigail les fit baptiser par un prédicateur itinérant qu'elle paya généreusement pour qu'il ne pose aucune question et oublie rapidement sa visite. Edmund Caldwell, le père, semblait parfaitement conscient de ce qui se déroulait sous son toit, mais il n'intervint jamais. Certains témoignages ultérieurs suggérèrent qu'il était devenu complètement dépendant de l'opium après la mort de sa femme, passant ses journées dans un état de stupeur semi-consciente, incapable ou refusant de reconnaître l'abomination qui se développait dans sa propre maison. Il mourut en 1836 d'une pneumonie, laissant la propriété entièrement entre les mains de Nathaniel et d'Abigail, qui devinrent ainsi les seuls maîtres incontestés du domaine. À partir de ce moment, le rythme des naissances s'accéléra. Presque chaque année, une ou plusieurs des jeunes esclaves de la plantation tombaient enceintes, et invariablement, les enfants qui naissaient présentaient des traits caucasiens marqués. En 1837, ce furent 3 naissances. En 1838, 2 autres. Les voisins commencèrent à remarquer que la population esclave de la plantation Caldwell présentait une particularité unique dans toute la région. Une proportion anormalement élevée d'enfants mulâtres, tous nés de mères noires, mais dont les pères demeuraient mystérieusement inconnus. Madame Henrietta Fairchild, une veuve qui possédait la plantation adjacente, osa un jour questionner Abigail sur cette curiosité démographique lors d'une rare visite de courtoisie. Abigail, avec le même sourire froid qui caractérisait toutes ses interactions sociales, répondit que la Providence avait simplement béni sa propriété d'une main-d'œuvre de meilleure qualité. Madame Fairchild, troublée par la formulation étrange de cette réponse, n'insista pas. Mais elle confia plus tard à son journal intime qu'il y avait quelque chose de profondément malsain dans la maison Caldwell. Une atmosphère empoisonnée qu'elle ne pouvait définir, mais qu'elle ressentait viscéralement. Ce qui transformait cette situation déjà troublante en quelque chose d'encore plus sinistre était le système méthodique qu'Abigail avait mis en place pour documenter chaque naissance. Dans un grand registre relié de cuir noir qu'elle conservait dans un coffre fermé à clé dans sa chambre, elle consignait avec une précision obsessionnelle les détails de chaque enfant né sur sa propriété. La date exacte de naissance, le poids, la taille, la couleur de la peau mesurée selon une échelle qu'elle avait elle-même conçue, les caractéristiques physiques particulières et surtout les ressemblances avec la famille Caldwell. Elle notait si l'enfant avait les yeux gris-vert caractéristiques de sa lignée, si la forme du nez rappelait celle de sa grand-mère paternelle, si la structure des mains évoquait celle de son frère. Ces registres, découverts plus d'un siècle après les faits, révélèrent l'ampleur véritable du projet d'Abigail. Car il ne s'agissait pas d'abus sexuels ordinaires, aussi horrifiants qu'ils soient. Il s'agissait d'une entreprise de reproduction systématique, planifiée avec une minutie quasi scientifique. Abigail sélectionnait soigneusement les jeunes esclaves qui porteraient les enfants, choisissant celles dont la santé et la constitution physique lui semblaient optimales. Elle écartait celles qui présentaient des signes de faiblesse ou de maladie. Elle tenait compte de l'âge idéal de procréation, privilégiant les femmes entre 16 et 25 ans. Mais le plus troublant restait à découvrir. Dans certaines entrées du registre,
Abigail écrivait non seulement le nom de la mère, mais aussi dans une colonne séparée, une annotation énigmatique, soit un N majuscule, soit un A majuscule. Il fallut des années aux historiens qui examinèrent ces documents pour comprendre la signification de ces lettres. N désignait Nathaniel. A désignait Abigail elle-même. Cette révélation glaça le sang de ceux qui prirent connaissance des archives. Abigail ne se contentait pas d'organiser les viols systématiques des esclaves par son frère. Elle participait elle-même à l'acte de conception. Mais comment était-ce possible? Comment une femme pouvait-elle être le père biologique d'enfants nés d'autres femmes? La réponse résidait dans une pratique médicale rare et profondément controversée de l'époque: l'insémination artificielle. Bien que la technique fût rudimentaire et rarement documentée dans les années 1830, elle n'était pas complètement inconnue. Certains éleveurs de bétail l'utilisaient pour améliorer leur lignée, et quelques médecins progressistes, principalement en Europe, avaient commencé à expérimenter son application aux êtres humains. Abigail, qui possédait une bibliothèque étonnamment fournie pour une femme de son époque et de sa condition, avait acquis des traités médicaux français et allemands qui décrivaient ces procédures. Les annotations dans son registre le confirmaient. À côté de certains noms d'enfants marqués d'un A, elle avait écrit des notes techniques sur les méthodes qu'elle avait employées, le timing par rapport au cycle menstruel de l'esclave, et surtout la source du matériel génétique, son propre frère. Abigail récupérait la semence de Nathaniel et l'introduisait elle-même dans l'utérus de ses esclaves, transformant ces femmes en simples réceptacles pour perpétuer la lignée incestueuse des Caldwell. Cette découverte expliquait pourquoi tous les enfants nés sur la plantation présentaient des traits familiaux si marqués. Ils n'étaient pas le produit de viols aléatoires ou d'unions spontanées. Ils étaient le résultat d'un programme de reproduction eugénique primitif, conçu et exécuté par une femme obsédée par la pureté de son sang familial et par son frère, qui partageait cette obsession et ce désir pervers de perpétuer leur union interdite à travers des corps qui ne leur appartenaient pas. En 1843, après plus de 10 années de ce système, la plantation Caldwell comptait déjà 12 enfants esclaves issus de cette machinerie reproductive. Nathaniel avait alors 37 ans, Abigail 34. Leur apparence physique reflétait l'isolement dans lequel ils vivaient. Nathaniel avait développé une corpulence inquiétante, son visage bouffi et rougi par l'alcool qu'il consommait en quantité toujours plus importante. Ses mains tremblaient constamment, et son regard était devenu celui d'un homme hanté par ses propres démons. Abigail, en revanche, avait conservé sa minceur sévère, mais son visage s'était durci, ses traits s'étaient creusés, et ses yeux avaient pris une fixité presque cadavérique. Les esclaves vivaient dans une terreur permanente. Les mères des enfants mulâtres étaient maintenues dans un état de subordination absolue, conscientes que la moindre tentative de rébellion ou de fuite entraînerait non seulement leur propre mort, mais probablement celle de leurs enfants. Abigail utilisait ses enfants comme moyen de contrôle psychologique, menaçant régulièrement de les vendre séparément si leur mère ne coopérait pas pleinement. Patience, la première esclave à avoir donné naissance à un enfant Caldwell, était devenue une sorte de surveillante des autres femmes. Abigail lui avait accordé certains privilèges, une meilleure nourriture, des vêtements de qualité supérieure, et surtout la promesse que ses enfants ne seraient jamais vendus tant qu'elle se montrerait loyale. Patience, brisée par des années de trauma et de manipulation psychologique, était devenue le bras droit d'Abigail dans la gestion des femmes esclaves, identifiant celles qui commençaient à se rebeller, rapportant les conversations suspectes, maintenant l'ordre par la peur et l'intimidation. Mais en 1844, un événement inattendu vint perturber l'équilibre malsain de la plantation. Un jeune pasteur méthodiste nommé Reverend Thomas Wickham fut assigné au circuit qui incluait la région de Memphis. Le Reverend Wickham, originaire du Massachusetts, était un abolitionniste convaincu qui prêchait régulièrement contre les péchés de l'esclavage.
Bien que ces sermons lui valussent l'hostilité de nombreux planteurs, la tradition d'hospitalité du Sud l'obligeait à être reçu dans les maisons qu'il visitait lors de ses tournées pastorales. En août de cette année-là, le Reverend Wickham arriva à la plantation Caldwell. Abigail, qui maintenait au moins une façade de respectabilité chrétienne, ne put refuser de l'accueillir sans susciter des soupçons. Le pasteur passa 3 jours dans la propriété, et ce qu'il y observa le bouleversa profondément. Dans ses lettres à son épouse, restée dans le Massachusetts, il décrivit une atmosphère d'oppression qui dépassait tout ce qu'il avait vu dans les autres plantations. Ce qui le frappa particulièrement fut la présence de ces nombreux enfants mulâtres, tous remarquablement similaires dans leurs traits, tous présentant ces mêmes yeux gris-verts qui caractérisaient les Caldwell. Le Reverend Wickham n'était pas un homme naïf. Il comprenait parfaitement les implications de ce qu'il voyait. Mais ce qui le glaça véritablement fut une conversation qu'il eut avec Abigail elle-même. Un soir, après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur la véranda regardant le soleil se coucher sur les champs de coton, le Reverend Wickham osa aborder le sujet de manière détournée. Il commença par parler de la responsabilité morale des maîtres envers leurs esclaves, de l'importance de traiter tous les êtres humains avec dignité, même ceux que la société considérait comme propriété. Abigail l'écouta sans l'interrompre, son visage demeurant parfaitement impassible. Lorsqu'il eut terminé, elle se tourna vers lui et prononça des paroles qui le hanteraient jusqu'à sa mort. « Révérend Wickham, vous parlez de dignité et de moralité comme si ces concepts avaient une signification universelle. Mais la vérité est que nous créons notre propre moralité à travers nos actions. Ces enfants que vous voyez ici ne sont pas le produit du péché ou de la dépravation. Ils sont la manifestation d'une volonté supérieure, celle de préserver ce qui mérite d'être préservé dans un monde qui s'efforce constamment de tout détruire et de tout mélanger. Mon frère et moi avons compris quelque chose que des hommes comme vous ne pourront jamais comprendre, que l'amour véritable transcende toutes les lois humaines et que le sang appelle le sang d'une manière qui ne peut être niée. » Le Reverend Wickham quitta la plantation le lendemain matin, profondément perturbé. Il écrivit une longue lettre au shérif du comté de Shelby, détaillant ses observations et ses soupçons. Mais dans le Tennessee de 1844, où l'esclavage était la fondation même de l'économie et de la structure sociale, ces accusations ne trouvèrent aucun écho. Le shérif, un homme nommé William de Kalb, qui possédait lui-même une petite plantation et entretenait des relations cordiales avec les Caldwell, classa la lettre sans suite, la qualifiant de délire d'un fanatique du Nord qui ne comprenait pas les réalités du Sud. Si cette histoire vous glace le sang et vous pousse à vous interroger sur les abîmes de la nature humaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre réaction. Pensez-vous que de telles horreurs aient réellement pu se produire? Partagez votre opinion et soutenez cette chaîne en vous abonnant. L'année 1847 marqua un tournant dans l'histoire de la plantation Caldwell. Nathaniel, dont la santé se dégradait rapidement à cause de son alcoolisme chronique et de ce qui semblait être une syphilis tertiaire contractée lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, devint de plus en plus erratique dans son comportement. Il souffrait de crises de rage incontrôlables, durant lesquelles il frappait les esclaves avec une violence aveugle, parfois jusqu'à leur infliger des blessures graves. Abigail, qui jusqu'alors avait maintenu un contrôle strict sur tous les aspects de la plantation, commença à perdre son emprise sur la situation. Ce fut également cette année-là que 2 événements convergents précipitèrent la catastrophe finale. Premièrement, une épidémie de choléra frappa Memphis et les environs, tuant des centaines de personnes en quelques semaines. La plantation Caldwell ne fut pas épargnée. 3 esclaves adultes moururent, ainsi que 2 des enfants mulâtres, un garçon de 7 ans nommé Isaac et une fille de 5 ans nommée Rebecca. Ces morts plongèrent Abigail dans un état de fureur glaciale. Elle considérait ses enfants non seulement comme sa propriété, mais comme le résultat tangible de son projet, et leur disparition représentait un échec inacceptable de son système. Deuxièmement, Patience, qui avait servi loyalement Abigail pendant 15 années, atteignit le point de rupture.
Elle avait donné naissance à 5 enfants issus du programme reproductif des Caldwell, et elle avait vu l'un d'entre eux mourir du choléra. Quelque chose se brisa en elle. Une nuit de septembre, elle tenta de s'enfuir avec ses 4 enfants survivants, espérant traverser le Mississippi et gagner le territoire indien, où elle pensait pouvoir trouver refuge. Nathaniel les rattrapa avant l'aube. Ce qui suivit fut rapporté par plusieurs esclaves qui entendirent les cris depuis leur quartier. Nathaniel ramena Patience et ses enfants dans la cour centrale de la plantation. Et là, devant tous les esclaves qu'il avait forcés à se rassembler, il fouetta Patience pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que son dos ne soit plus qu'une masse sanguinolente de chair lacérée. Puis, tandis qu'elle gisait inconsciente dans la poussière, il se tourna vers ses enfants et leur donna un choix. Soit il le suppliait de pardonner à leur mère, soit il la tuerait sur le champ. Les enfants, âgés de 4 à 14 ans, pleurèrent et le supplièrent. Nathaniel sembla satisfait de leur terreur. Il ordonna qu'on ramène Patience dans l'annexe des femmes, où elle mit plusieurs semaines à se rétablir partiellement de ses blessures. Mais elle ne retrouva jamais complètement l'usage de ses jambes, et elle passa le reste de sa vie à boiter douloureusement. Cet acte de cruauté extrême, même selon les standards brutaux de l'esclavage, finit par attirer l'attention des autorités. Un médecin de Memphis, le docteur Elijah Monroe, qui avait été appelé pour traiter certains cas de choléra dans les plantations voisines, entendit parler de l'incident. Poussé par sa conscience, il se rendit au bureau du nouveau shérif du comté, Lucas Pemberton, qui venait de remplacer William DeKalb après la mort de ce dernier du choléra. Le shérif Pemberton, contrairement à son prédécesseur, n'avait pas de lien personnel avec les Caldwell. Il accepta d'enquêter sur les allégations du docteur Monroe. En octobre 1847, accompagné de 2 adjoints, il se rendit à la plantation Caldwell pour mener une inspection officielle. Ce qu'il y découvrit le stupéfia. Les esclaves, terrorisés par des années d'abus et de menaces, refusèrent d'abord de parler. Mais l'un des adjoints, un homme nommé James Crawford, qui parlait couramment le créole louisianais et qui avait gagné la confiance de certains esclaves en leur parlant dans cette langue, réussit à obtenir des témoignages fragmentaires. Il apprit l'existence des enfants mulâtres, tous d'apparence remarquablement similaires. Il apprit les punitions brutales, les disparitions inexpliquées, l'atmosphère de terreur constante. Mais ce fut la découverte du registre noir d'Abigail qui transforma cette enquête pour maltraitance d'esclaves en quelque chose de beaucoup plus sinistre. L'adjoint Crawford, explorant la maison principale pendant que le shérif interrogeait Nathaniel, trouva le registre dans un coffre dont la serrure avait été forcée par l'un des esclaves domestiques plus coopératifs. Il le feuilleta rapidement, ne comprenant pas immédiatement la signification complète de ce qu'il lisait, mais reconnaissant instinctivement qu'il tenait là un document d'une importance capitale. Le shérif Pemberton confisqua le registre et arrêta Nathaniel Caldwell sur le champ pour cruauté excessive envers les esclaves. Abigail, qui avait observé toute la scène depuis la véranda avec son calme habituel, s'avança alors et prononça des mots qui glacèrent tous ceux qui les entendirent. « Shérif Pemberton, vous faites une grave erreur. Ce que vous appelez cruauté est en réalité la mise en œuvre d'un projet dont vous êtes incapable de comprendre la portée. Mon frère et moi avons créé quelque chose d'unique, quelque chose qui transcende vos lois primitives. Ces enfants que vous voyez ici sont le fruit de notre amour, le témoignage vivant de notre union. Vous pouvez nous arrêter, vous pouvez détruire nos corps, mais vous ne pouvez pas effacer ce que nous avons accompli. » Le shérif, dépassé par l'énormité de ce qu'il entendait, arrêta également Abigail. Le frère et la sœur furent conduits dans la prison du comté de Shelby à Memphis, où ils furent placés dans des cellules séparées en attendant leur procès. Les semaines qui suivirent l'arrestation des Caldwell furent marquées par une agitation sans précédent dans la société de Memphis. Le registre noir d'Abigail fut examiné par plusieurs autorités, dont le procureur du comté, Harrison Whitfield, un homme réputé pour sa rigueur morale, mais aussi pour son pragmatisme politique. Ce qu'il découvrit dans ces pages le plongea dans un dilemme juridique et moral dont il ne sortirait jamais complètement indemne.
Le registre contenait 14 entrées d'enfants nés entre 1833 et 1847, tous issus de l'union génétique entre Nathaniel et Abigail Caldwell, conçus dans les corps d'esclaves qui servaient de mères porteuses involontaires. Les annotations techniques d'Abigail décrivaient avec une précision clinique les méthodes qu'elle avait employées, les cycles menstruels qu'elle avait suivis, les taux de réussite de ses inséminations, les caractéristiques physiques transmises à chaque génération. C'était un document qui aurait pu figurer dans les annales d'une science pervertie, une proto-eugénique appliquée non pas à l'amélioration de l'humanité, mais à la perpétuation d'une relation incestueuse par des moyens d'une cruauté inimaginable. Le procureur Whitfield se retrouva confronté à une réalité juridique complexe. Dans le Tennessee de 1847, les esclaves n'étaient pas considérés comme des personnes au sens juridique du terme, mais comme des biens meubles. Les lois qui régissaient les crimes sexuels ne s'appliquaient pas aux relations entre maîtres et esclaves. Un planteur pouvait violer ses esclaves en toute impunité, car le concept même de viol ne pouvait exister dans une relation où l'une des parties n'avait aucun droit légal sur son propre corps. Cette réalité monstrueuse était au cœur du système esclavagiste, mais elle était rarement énoncée aussi crûment. Cependant, ce qui compliquait l'affaire Caldwell était la nature incestueuse de la relation entre Nathaniel et Abigail. L'inceste, contrairement au viol d'esclaves, était bel et bien un crime dans le Tennessee, passible de peines sévères. Mais comment prouver qu'il y avait eu inceste, alors que Nathaniel et Abigail n'avaient jamais eu de relation sexuelle directe? Car c'était là toute la perversité géniale de leur système. Techniquement, ils n'avaient jamais eu de rapport charnel l'un avec l'autre. Abigail récupérait la semence de son frère et l'introduisait dans les esclaves. Il n'y avait pas de contact physique entre le frère et la sœur, pas au sens traditionnel du terme. Le procureur passa des semaines à consulter des experts juridiques de Nashville et même de Richmond, cherchant un précédent, une loi, quelque chose qui pourrait s'appliquer à cette situation sans équivalent. Pendant ce temps, dans leurs cellules respectives, Nathaniel et Abigail attendaient. Nathaniel, privé d'alcool, sombra rapidement dans un délirium tremement violent. Il passait ses nuits à hurler, à se cogner la tête contre les murs de sa cellule, à supplier qu'on lui apporte à boire. Les gardiens, effrayés par ses crises, durent l'attacher à son lit pendant plusieurs jours. Ses hurlements résonnaient dans toute la prison, terrorisant les autres détenus. Abigail, en revanche, demeurait parfaitement calme. Elle lisait la Bible que le aumônier de la prison lui avait apportée, mangeait la nourriture qu'on lui servait sans se plaindre et répondait poliment mais brièvement aux rares questions qu'on lui posait. Les gardiens rapportèrent qu'elle semblait complètement détachée de la réalité de sa situation, comme si son arrestation et son emprisonnement n'étaient qu'un inconvénient temporaire dans l'exécution d'un plan beaucoup plus vaste. En novembre 1847, le procureur Whitfield décida finalement de procéder à l'accusation. Il choisit de poursuivre les Caldwell pour 3 chefs d'inculpation. Premièrement, cruauté excessive envers les esclaves, ce qui était techniquement illégal même dans le sud esclavagiste, bien que rarement poursuivi. Deuxièmement, inceste, en arguant que la procréation assistée constituait une forme d'union sexuelle au sens large de la loi. Et troisièmement, un chef d'accusation beaucoup plus audacieux et controversé, celui de conspiration en vue de produire des êtres humains dans un but immoral. Ce troisième chef d'accusation ne reposait sur aucun précédent légal. C'était une invention juridique du procureur Whitfield lui-même, qui espérait que l'horreur pure de l'affaire convaincrait le jury d'accepter cette interprétation extensive de la loi. Il argumenta que les Caldwell avaient transformé des êtres humains en instruments de reproduction, qu'ils avaient planifié et exécuté méthodiquement la création d'enfants destinés à l'esclavage et portant leur propre sang, et que cette entreprise constituait une perversion si profonde de l'ordre naturel et moral qu'elle devait être considérée comme criminelle, indépendamment des lacunes spécifiques et de la législation existante. Le procès commença en janvier 1848 dans une salle d'audience bondée
où se pressaient les habitants de Memphis, venus assister à ce qui promettait d'être le procès le plus sensationnel de l'histoire du Tennessee. Le juge présidant l'affaire était l'honorable Thaddeus Blackburn, un homme dans la soixantaine, propriétaire lui-même de plusieurs esclaves, mais réputé pour son intégrité juridique et sa volonté d'appliquer la loi sans favoritisme. La défense des Caldwell fut assurée par deux avocats de Nashville, Cornelius Harrington et son associé Benjamin Yates, qui avaient accepté l'affaire parce qu'elle représentait un défi juridique fascinant et parce que les honoraires qu'on leur promettait étaient substantiels. Leur stratégie était simple. Ils reconnaîtraient les faits matériels, mais contesteraient leur interprétation juridique. Ils argumenteraient que, quels que soient les aspects moralement répréhensibles des actions de leurs clients, ces actions ne constituaient pas des crimes au regard de la loi du Tennessee. Le procès dura 3 semaines. Le procureur Whitfield fit défiler une série de témoins, le docteur Monroe, qui décrivit les blessures infligées à Patience. Le shérif Pemberton, qui raconta sa découverte du registre noir. Plusieurs esclaves de la plantation, dont Patience elle-même, qui témoignèrent des années de terreur et d'abus qu'ils avaient endurés. Patience, qui boitait toujours gravement des suites de son fouettage, fit une impression profonde sur le jury lorsqu'elle décrivit comment Abigail l'avait sélectionnée pour porter le premier enfant, comment elle avait été soumise aux procédures d'insémination, comment elle avait été forcée de regarder ses enfants grandir en sachant qu'ils portaient le sang de ses maîtres. Mais le témoignage le plus dévastateur vint du docteur Samuel Pritchard, maintenant âgé de 70 ans, qui avait examiné Patience lors de sa première grossesse en 1832. Il produisit son journal personnel, dans lequel il avait noté ses observations et ses soupçons. Il témoigna qu'il avait compris dès le début qu'il se passait quelque chose d'anormal dans la plantation Caldwell, mais qu'il n'avait pas osé intervenir, par lâcheté et par peur des conséquences sociales et professionnelles. Il pleurait en livrant son témoignage, avouant sa propre complicité silencieuse dans l'horreur qui s'était déroulée pendant 15 années. La défense, quant à elle, adopta une approche qui choqua même certains des partisans les plus fervents de l'esclavage. Maître Harrington argumenta que, selon la lettre de la loi du Tennessee, ses clients n'avaient commis aucun crime. Les esclaves étaient leur propriété légale, et ils avaient le droit de les utiliser comme ils l'entendaient, tant qu'ils ne les tuaient pas ou ne les mutilaient pas de manière à les rendre inutilisables. Les cicatrices sur le dos de Patience, aussi horribles qu'elles soient, n'avaient pas détruit sa capacité de travail. L'inceste, argumenta-t-il, ne pouvait s'appliquer car il n'y avait eu aucune relation sexuelle directe entre Nathaniel et Abigail. Quant à la conspiration pour produire des êtres humains dans un but immoral, c'était une invention juridique sans fondement dans la loi existante. Puis, dans un mouvement qui stupéfia toute la salle, Maître Harrington appela Abigail elle-même à témoigner. C'était un risque énorme, car permettre à l'accusé de parler pouvait facilement se retourner contre la défense. Mais Harrington avait rencontré Abigail à plusieurs reprises pendant la préparation du procès, et il avait été frappé par son intelligence et par son étrange capacité à rationaliser ses actions les plus monstrueuses. Il paria que le jury, composé exclusivement d'hommes blancs propriétaires d'esclaves, pourrait être sensible à une défense philosophique de la suprématie blanche et de la préservation du sang pur. Abigail monta à la barre des témoins, vêtue d'une robe noire austère, ses cheveux tirés en arrière comme toujours. Elle parla d'une voix claire et posée, sans émotion apparente. Elle expliqua qu'elle et son frère avaient grandi dans une famille marquée par la déchéance et le déshonneur, que leur père avait dilapidé leur héritage, que leur mère était morte dans la misère. Elle décrivit comment elle et Nathaniel s'étaient jurés mutuellement qu'ils restaureraient la gloire de leur nom, qu'ils créeraient une nouvelle lignée Caldwell qui effacerait la honte de leurs parents. Puis, elle expliqua, avec une logique glaciale, pourquoi elle avait choisi d'utiliser ses esclaves comme mères porteuses plutôt que de concevoir elle-même des enfants avec Nathaniel. Elle dit qu'elle avait compris,
que des enfants issus directement de leur union incestueuse auraient été socialement inacceptables, qu'ils auraient été stigmatisés et rejetés. Mais en utilisant des esclaves comme intermédiaires, elle pouvait créer des enfants qui portaient leur sang tout en demeurant légalement propriété de la famille Caldwell. Ces enfants, expliqua-t-elle, pourraient être vendus pour générer des revenus ou gardés pour travailler dans la plantation, ou même éventuellement affranchis pour qu'ils portent le nom Caldwell dans le monde sans la souillure de l'inceste direct. J'ai agi selon une logique supérieure, déclara-t-elle au jury. J'ai compris que l'amour entre mon frère et moi était une chose sacrée, mais qu'il devait être exprimé d'une manière qui respecte les conventions de la société. Les esclaves que nous possédions étaient des instruments providentiels pour réaliser ce dessein. Ils n'ont pas souffert plus que n'importe quel autre esclave dans le Sud. Certains ont même été mieux traités que la moyenne, précisément parce qu'ils portaient en eux le fruit de notre union. Le silence qui suivit ces mots fut absolu. Le procureur Whitfield était livide, incapable de formuler une réponse immédiate à cette monstruosité articulée avec tant de calme. Les membres du jury échangeaient des regards troublés. Le juge Blackburn, qui avait écouté sans interrompre, se pencha en avant et posa une seule question. « Madame Caldwell, avez-vous le moindre remords pour ce que vous avez fait ?» Abigail le regarda droit dans les yeux et répondit « Le remords n'est approprié que lorsqu'on a commis une erreur. Je n'ai commis aucune erreur. J'ai exécuté un plan avec précision et détermination. Le seul regret que je porte est que notre société n'est pas encore assez évoluée pour comprendre et apprécier ce que nous avons accompli. » Le jury délibéra pendant 4 jours, un temps inhabituellement long pour l'époque. Les délibérations furent houleuses, plusieurs jurés étant profondément divisés sur la question de savoir si les actions des Caldwell constituaient effectivement des crimes au sens de la loi. Finalement, ils parvinrent à un verdict qui reflétait l'ambiguïté morale et juridique de l'affaire. Nathaniel et Abigail Caldwell furent reconnus coupables de cruauté excessive envers les esclaves. Un verdict qui ne faisait guère de doute, étant donné les preuves accablantes présentées. Ils furent également reconnus coupables d'inceste. Le jury acceptant l'argument du procureur, selon lequel la procréation assistée constituait une forme d'union sexuelle au sens de la loi. Cependant, ils furent acquittés du chef d'accusation de conspiration pour produire des êtres humains dans un but immoral, le jury estimant que ce concept était trop vague et trop novateur pour être appliqué rétroactivement. Les peines prononcées furent relativement clémentes selon les standards modernes, mais considérées comme sévères pour l'époque et le contexte. Nathaniel fut condamné à 15 années de travaux forcés dans le pénitencier d'État du Tennessee, à Nashville. Abigail, en tant que femme, ne pouvait être condamnée aux travaux forcés, mais elle fut condamnée à 15 années d'emprisonnement dans une maison de correction pour femmes récemment établie près de Nashville. Le juge Blackburn, en prononçant la sentence, fit une déclaration qui fut largement rapportée dans les journaux de l'époque. Ce tribunal reconnaît que les lois de notre État sont imparfaites et ne peuvent adéquatement punir l'abomination qui a été perpétrée dans la plantation Caldwell. Néanmoins, nous devons travailler avec les outils juridiques dont nous disposons. J'espère que ce verdict servira de signal que, même dans une société esclavagiste, il existe des limites à ce que les maîtres peuvent infliger à ceux qu'ils possèdent. Quant à la relation incestueuse entre ces deux accusés, elle représente une corruption de l'ordre naturel si profonde qu'elle défie presque la description. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Mais la conclusion du procès ne marqua pas la fin de l'histoire. La question de ce qu'il adviendrait des 14 enfants esclaves nés du programme reproductif des Caldwell se posa immédiatement. Juridiquement, ils étaient toujours la propriété de la famille Caldwell, même si Nathaniel et Abigail étaient en prison. La plantation elle-même, ainsi que tous les biens et esclaves qui y étaient attachés, furent placés sous administration judiciaire en attendant une décision sur leur disposition finale. Le procureur Whitfield, profondément troublé par l'affaire, tenta de convaincre le tribunal d'affranchir les 14 enfants, arguant qu'ils ne devraient pas rester esclaves, étant donné les circonstances horribles de leur conception.
Mais cette proposition se heurta à une opposition féroce de la part de plusieurs planteurs influents de Memphis qui voyaient dans un tel précédent une menace pour l'ensemble du système esclavagiste. Si ces enfants étaient affranchis en raison des circonstances de leur naissance, argumentait-il, cela ouvrirait la porte à d'innombrables revendications similaires de la part d'autres esclaves mulâtres, dont beaucoup étaient également issus de relations entre maîtres et esclaves. Le débat dura plusieurs mois et devint une question politique majeure dans le Tennessee. Finalement, un compromis fut trouvé. Les 14 enfants seraient vendus aux enchères, mais avec une clause stipulant qu'ils ne pourraient être vendus séparément de leur mère. Les revenus de la vente serviraient à payer les dettes de la plantation Caldwell et les frais de justice. Les autres esclaves de la plantation seraient également vendus et toute la propriété serait liquidée. Les enchères eurent lieu en juin 1848 dans une atmosphère tendue. Plusieurs acheteurs potentiels, mal à l'aise avec la notoriété de l'affaire, se désistèrent. Finalement, la plupart des esclaves, y compris les 14 enfants et leurs mères, furent achetés par un consortium de planteurs de l'Arkansas qui les emmena loin du Tennessee, espérant effacer la souillure associée à leur origine. Patience, dont le témoignage avait été si crucial pendant le procès, fut acheté avec ses 4 enfants survivants par un certain Joshua Brennan, un Quaker du Kentucky, qui acheta plusieurs des esclaves Caldwell dans le but explicite de les affranchir. Brennan, qui faisait partie d'un réseau clandestin d'abolitionnistes, conduisit Patience et ses enfants vers le nord via le chemin de fer clandestin. On perd leurs traces après 1849, mais certains documents suggèrent qu'ils atteignirent le Canada et s'établirent dans une communauté d'esclaves affranchis près de Toronto. Nathaniel Caldwell ne survécut pas longtemps en prison. Sa santé, déjà gravement compromise par des années d'alcoolisme et probablement de syphilis, se détériora rapidement dans les conditions brutales du pénitencier de Nashville. Il mourut en mars 1850, à l'âge de 44 ans, officiellement de pneumonie, bien que certains rapports mentionnent également des signes de démence avancée dans ces derniers mois. Abigail, en revanche, survécut à sa peine entière. Elle passa 15 années dans la maison de correction, où, selon les rapports des gardiennes, elle se comporta comme une prisonnière modèle. Elle passait ses journées à lire, à écrire dans un journal que les autorités confisquèrent régulièrement, mais qu'elle reconstituait toujours, et à enseigner la lecture et l'écriture aux autres détenus, une activité que les administrateurs de la prison encourageaient malgré les circonstances inhabituelles. Elle fut libérée en janvier 1863, en pleine guerre de sécession, à l'âge de 54 ans. Le monde qu'elle retrouva était radicalement différent de celui qu'elle avait quitté. Le Tennessee était déchiré par le conflit, l'esclavage était en train de s'effondrer, et la société qui avait permis ces crimes était en train de se désintégrer. Abigail n'avait plus de famille, plus de propriété, plus de fortune. La plantation Caldwell avait été abandonnée pendant la guerre et partiellement brûlée par des troupes de l'Union en 1862. Ce qui advint d'Abigail après sa libération reste largement mystérieux. Certains rapports la placent à Memphis, vivant dans une pension miteuse sous un nom d'emprunt. D'autres suggèrent qu'elle se dirigea vers l'ouest, peut-être vers la Californie, cherchant l'anonymat dans les territoires en expansion. Une rumeur persistante, bien que non confirmée, affirme qu'elle devint sage-femme itinérante, offrant ses services dans les communautés rurales isolées, utilisant les compétences médicales qu'elle avait acquises durant ses années d'expérimentation reproductive. La dernière trace documentée d'Abigail Caldwell date de 1867. Un registre d'hôtel à Saint-Louis, Missouri, mentionne une femme de ce nom qui y séjourna pendant 2 semaines en novembre de cette année-là. Le propriétaire de l'hôtel nota dans son registre qu'elle était une dame âgée d'apparence distinguée mais de manières étrangement froides qui passait ses journées à écrire et refusait toute conversation avec les autres pensionnaires. Après cela, elle disparaît complètement des archives historiques.
Quant aux 14 enfants nés de l'union génétique entre Nathaniel et Abigail Caldwell, leurs destins individuels sont presque impossibles à retracer. Dispersés dans différentes plantations, portant des noms d'esclaves qui changeaient au gré des ventes successives, ils se perdirent dans l'anonymat du système esclavagiste. L'émancipation de 1863 leur donna théoriquement la liberté, mais la plupart étaient alors des adultes jeunes, sans éducation formelle, sans ressources, et portant les cicatrices psychologiques de leur origine horrifiante. Quelques indices fragmentaires suggèrent que certains d'entre eux survécurent à la guerre et à la période de reconstruction qui suivit. Un document des Freedmen's Bureau de Memphis mentionne en 1866 une femme nommée Mary Caldwell, âgée d'environ 30 ans, qui demanda de l'aide pour localiser d'autres membres de sa famille. La description physique correspond à celle de Mary, l'une des premières filles nées dans la plantation Caldwell. Mais le document ne contient aucun suivi et on ne sait pas si elle réussit jamais à retrouver ses frères et sœurs. L'affaire Caldwell fut rapidement oubliée par le grand public. La guerre de sécession, qui éclata 13 ans après le procès, éclipsa toutes les horreurs antérieures de l'esclavage. Dans le chaos de la guerre et de la reconstruction, puis dans les décennies d'amnésie sélective qui caractérisèrent la période de la rédemption sudiste, cette histoire particulièrement sombre disparut des mémoires collectives. Les archives du procès furent déplacées plusieurs fois au fil des décennies, perdant progressivement leur contexte et leur importance. Lorsqu'elles furent redécouvertes en 1987, ce fut presque par accident. Un historien de l'université de Memphis, le professeur Daniel Hutchinson, qui effectuait des recherches sur les pratiques judiciaires dans le Tennessee d'avant-guerre, tomba sur la liasse de documents reliés par un ruban noir dans les sous-sols du palais de justice. Ce qu'il lut le bouleversa si profondément qu'il mit plusieurs mois avant de pouvoir en parler publiquement. Le professeur Hutchinson publia ses découvertes dans une revue académique spécialisée en 1989. L'article, intitulé « Inceste, esclavage et eugénique primitive », le cas Caldwell du Tennessee créa un certain émoi dans les cercles universitaires, mais ne pénétra jamais véritablement la conscience publique. Les médias grand public, quand ils mentionnèrent l'affaire, la présentèrent comme une curiosité historique macabre, un cas isolé de folie individuelle, plutôt que comme un symptôme révélateur des déformations morales produites par le système esclavagiste lui-même. Pourtant, pour ceux qui ont étudié l'affaire Caldwell en profondeur, elle représente quelque chose de beaucoup plus significatif qu'une simple aberration. Elle révèle avec une clarté terrible comment un système qui déshumanise complètement une catégorie d'êtres humains permet non seulement les abus ordinaires que nous associons à l'esclavage, les coups, le travail forcé, l'exploitation sexuelle, mais aussi des perversions beaucoup plus élaborées et systématiques. L'histoire des Caldwell nous force à confronter une vérité inconfortable, que le mal extraordinaire n'est pas toujours le produit de la folie ou de l'irrationalité, mais peut au contraire être le résultat d'une rationalité pervertie, d'une planification méticuleuse, d'une intelligence mise au service d'objectifs monstrueux. Abigail Caldwell n'était pas une démente au sens clinique du terme. Elle était hautement intelligente, méthodique, capable de justifier philosophiquement ses actions dans le cadre des valeurs de suprématie blanche qui dominaient sa société. Le registre noir qu'elle tenait avec tant de soin n'était pas le produit d'un esprit dérangé, mais d'un esprit scientifique appliqué à des fins immorales. Dans un autre contexte, avec d'autres valeurs éthiques, cette même capacité d'observation minutieuse et de planification à long terme aurait pu produire des contributions positives à la connaissance humaine. Mais dans le contexte de l'esclavage américain, où les êtres humains noirs étaient légalement traités comme du bétail, cette intelligence devint un instrument d'horreur. Ce qui rend l'affaire Caldwell si profondément troublante, c'est précisément sa légalité technique. Jusqu'à leur arrestation pour cruauté excessive, Nathaniel et Abigail opéraient largement dans le cadre des lois de leur époque et de leur lieu. Les viols systématiques d'esclaves n'étaient pas illégaux. La séparation des familles esclaves n'était pas illégale.
L'utilisation d'êtres humains comme instrument de reproduction n'était pas explicitement illégale. La punition physique sévère des esclaves n'était illégale que dans ses manifestations les plus extrêmes. Le procès lui-même révéla les contradictions inhérentes au système esclavagiste. Comment pouvait-on punir les Caldwell pour avoir traité leurs esclaves d'une manière qui différait seulement en degré et non en nature de ce que pratiquaient quotidiennement des milliers d'autres propriétaires d'esclaves à travers le Sud? Le jury avait condamné les Caldwell non pas vraiment pour ce qu'ils avaient fait à leurs esclaves, mais pour l'inceste, pour avoir violé un tabou qui concernait les Blancs entre eux, et peut-être aussi pour avoir été trop explicites, trop systématiques, trop documentés dans leurs abus. Si Abigail n'avait pas tenu ce registre méticuleux, si elle n'avait pas été assez arrogante pour croire que son projet méritait d'être documenté pour la postérité, l'affaire n'aurait probablement jamais été découverte. Les 14 enfants auraient grandi comme des esclaves ordinaires, personne n'aurait posé de questions sur leur paternité, et l'inceste eugénique des Caldwell serait resté un secret familial emporté dans la tombe. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après les événements, plusieurs questions demeurent sans réponse. Combien d'autres cas similaires ont existé sans jamais être découverts? Dans un système où les êtres humains étaient traités comme de la propriété, où les abus les plus graves pouvaient se produire en toute impunité, combien d'autres horreurs méthodiques ont été perpétrées dans le silence et l'obscurité des plantations isolées? La plantation Caldwell elle-même n'existe plus. Le terrain fut vendu et revendu plusieurs fois après la guerre, subdivisé et finalement incorporé dans l'expansion urbaine de Memphis. Aujourd'hui, un centre commercial et un lotissement résidentiel occupent l'emplacement où se trouvait autrefois la maison à 2 étages avec sa véranda et ses quartiers d'esclaves. Aucune plaque commémorative ne marque le site. Aucun monument ne rappelle ce qui s'y est passé. Les habitants actuels ignorent totalement l'histoire sombre du sol sur lequel ils vivent et font leurs courses. Quant aux descendants des 14 enfants, s'ils existent encore, ils ne savent probablement rien de leurs origines. L'esclavage brisa les liens généalogiques avec une efficacité terrible, dispersant les familles, effaçant les histoires, rendant presque impossible pour les Afro-Américains de retracer leur ascendance au-delà de quelques générations. Quelque part en Amérique, il y a peut-être des hommes et des femmes qui portent dans leur ADN l'héritage génétique de l'union incestueuse entre Nathaniel et Abigail Caldwell, sans avoir la moindre idée des circonstances horrifiantes de la conception de leurs ancêtres. Cette histoire vous a-t-elle bouleversé autant qu'elle nous a bouleversés en l'exhumant des archives oubliées? Pensez-vous que de telles horreurs aient réellement pu se produire, ou s'agit-il d'une invention destinée à choquer? Les documents existent, fragmentaires et troublants, mais la vérité complète demeure enveloppée dans les ombres du passé. Laissez-nous votre réflexion en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez que nous continuions à explorer ces histoires que l'histoire préfère oublier. Et partagez cette vidéo avec ceux qui ont le courage d'affronter les abîmes de l'âme humaine. L'affaire Caldwell nous rappelle que l'histoire n'est pas qu'un récit de progrès et de triomphe. C'est aussi, et peut-être surtout, un catalogue des capacités humaines pour la cruauté, la rationalisation du mal et la transformation d'êtres vivants en objets. Tant que nous n'affrontons pas ces vérités inconfortables, tant que nous ne reconnaissons pas la profondeur du mal que nous sommes capables d'infliger les uns aux autres quand les systèmes sociaux le permettent, nous restons vulnérables à la répétition de ces horreurs sous de nouvelles formes. La vraie question que pose l'affaire Caldwell n'est pas « comment ont-ils pu faire cela ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, dans notre société, a rendu cela possible ?» Et peut-être, de manière encore plus inquiétante, quelles structures actuelles de notre propre époque permettent des horreurs similaires que nous ne reconnaissons pas encore comme telles? Les documents retrouvés dans les caves du palais de justice de Memphis ne nous donnent pas toutes les réponses. Ils soulèvent au contraire davantage de questions. Le registre noir d'Abigail, avec ses annotations méthodiques et ses observations cliniques, fut partiellement endommagé par l'humidité au fil des décennies. Certaines pages sont illisibles,
D'autres manquent complètement. On ne saura jamais avec certitude tout ce qu'ils contenaient à l'origine. Parmi les fragments les plus troublants qui ont survécu, il y a une série d'entrées datées de 1845 où Abigail spécule sur l'avenir de ses créations, comme elle appelait les enfants. Elle écrivait « Dans 3 générations, si ce projet pouvait continuer sans interruption, nous aurions établi une lignée entière, portant le sang pur des Caldwell, mais dispersée dans des corps qui passent inaperçus dans la population servile. Ces individus seraient supérieurs en intelligence et en capacité à leur père, et pourraient, si les circonstances le permettaient, être élevés au-dessus de leurs conditions pour servir de pont entre les races. Tel était le rêve de certains philosophes européens concernant l'amélioration progressive de l'humanité. J'ai simplement adapté ces théories à notre situation particulière. Ces lignes révèlent qu'Abigail considérait son entreprise non pas comme un simple exutoire pour une passion incestueuse, mais comme une expérience sociale et biologique à long terme. Elle se voyait comme une pionnière, une visionnaire qui défiait les conventions au service d'un objectif qu'elle jugeait transcendant. Cette capacité à transformer le crime le plus abject en mission quasi-scientifique témoigne d'une forme de pathologie morale qui reste profondément dérangeante. Le professeur Hutchinson, dans ses recherches ultérieures, tenta de localiser les descendants potentiels des 14 enfants Caldwell. Il plaça des annonces dans plusieurs journaux afro-américains à travers le Sud, demandant à toute personne ayant des ancêtres esclaves de la région de Memphis dans les années 1830 à 1850 de le contacter. Il reçut quelques réponses, dont une qui attira particulièrement son attention. Une femme âgée de Detroit, Michigan, nommée Clarissa Johnson, née en 1906, écrivit qu'elle se souvenait que sa grand-mère, morte en 1923, avait souvent parlé d'une malédiction du sang qui pesait sur leur famille. Cette grand-mère, qui s'appelait Ruth et qui était née en esclavage dans le Tennessee vers 1844, racontait qu'elle et ses frères et sœurs étaient différents des autres esclaves, qu'ils portaient la marque des maîtres d'une manière qui les mettait en danger. Ruth avait apparemment fui vers le nord pendant la guerre de sécession et s'était réfugiée à Detroit, où elle avait délibérément coupé tous les liens avec son passé, refusant même de révéler à ses propres enfants le nom de la plantation où elle était née. Le professeur Hutchinson proposa à Madame Johnson de faire un test ADN pour voir s'il existait un lien génétique avec les Caldwell. Madame Johnson refusa catégoriquement. Dans sa dernière lettre au professeur, elle écrivit « Ma grand-mère a passé 60 ans à essayer d'oublier ce qui lui était arrivé. Elle a construit une nouvelle vie, une nouvelle identité, loin de cette horreur. Je ne vais pas détruire son travail en déterrant des secrets qui devraient rester enterrés. Si elle était vraiment l'une de ces enfants dont vous parlez, alors elle a eu raison de fuir et de se taire. Certaines vérités ne méritent pas d'être connues. Cette réponse, bien que frustrante du point de vue historique, est profondément compréhensible d'un point de vue humain. Les descendants des victimes de l'esclavage portent déjà le poids d'une histoire traumatique transmise de génération en génération. Découvrir que leurs ancêtres furent non seulement esclaves, mais également le produit d'un programme de reproduction incestueuse eugénique ajouterait une couche supplémentaire de traumatisme à un fardeau déjà presque insupportable. Le professeur Hutchinson abandonna finalement ses recherches sur les descendants en 1993, citant des raisons de santé, mais aussi, comme il l'admit dans une interview privée, un malaise moral croissant face à son propre projet. Je me suis rendu compte, dit-il, que je répétais d'une certaine manière ce qu'Abigail Caldwell avait fait. Elle avait transformé des êtres humains en sujets d'expérience. Moi, je transformais les descendants de ces victimes en objets de curiosité académique. À un certain moment, il faut reconnaître que certaines histoires appartiennent à ceux qui les ont vécues, et que notre rôle en tant qu'historien n'est pas de tout révéler, mais de témoigner avec respect et humilité. Les rares historiens qui ont étudié l'affaire Caldwell depuis lors ont adopté une approche plus prudente et plus éthique. Ils se concentrent sur les aspects systémiques plutôt que sur les détails individuels,
sur les structures qui permirent de telles horreurs, plutôt que sur les horreurs elles-mêmes. L'affaire est devenue un cas d'étude dans certains cours universitaires sur l'histoire de l'esclavage, sur l'eugénisme, sur l'intersection entre le pouvoir, le genre et la race dans le Sud d'avant-guerre. Mais elle demeure largement inconnue du grand public. Contrairement à d'autres scandales historiques qui ont été transformés en films, en documentaires, en romans populaires, l'affaire Caldwell reste confinée aux archives académiques et aux chapitres obscurs de livres d'histoire spécialisés. Peut-être est-ce parce que son horreur est trop pure, trop dénuée de tout élément rédempteur ou cathartique. Il n'y a pas de héros dans cette histoire, pas de sauvetage miraculeux, pas de justice pleinement rendue. Il n'y a que la démonstration froide de ce que des êtres humains peuvent faire à d'autres êtres humains quand les conditions sociales le permettent. Dans les dernières années de sa vie, le professeur Hutchinson donna une conférence à l'université de Memphis où il partagea une réflexion qui résume peut-être le mieux l'importance durable de l'affaire Caldwell. Il dit « Nous aimons croire que les monstres sont différents de nous, qu'ils sont reconnaissables, qu'ils portent les marques visibles de leur monstruosité. » Mais Nathaniel et Abigail Caldwell étaient à tous les égards extérieurs des membres respectables de leur communauté. Ils allaient à l'église, payaient leurs impôts, respectaient les conventions sociales. Leur monstruosité ne résidait pas dans leur apparence ou dans leur comportement public, mais dans ce qu'ils faisaient dans le secret de leur propriété, protégés par des lois qui déniaient l'humanité même de leurs victimes. L'affaire Caldwell nous enseigne, continua-t-il, que le mal ordinaire, le mal banal, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, peut coexister avec des formes de mal extraordinairement élaborées et perverses. Elle nous enseigne que l'intelligence, l'éducation, même une certaine forme de raffinement culturel, ne constituent aucunement des protections contre la dépravation morale. Et elle nous enseigne peut-être le plus important, que les systèmes d'oppression ne produisent pas seulement les abus que nous anticipons, mais aussi des abus que nous ne pouvons même pas imaginer avant qu'ils se produisent. La maison de correction pour femmes où Abigail passa 15 années fut démolie en 1928. Le pénitencier où Nathaniel mourut fut fermé en 1972 et transformé en musée. Aucune des deux institutions ne mentionne l'affaire Caldwell dans ses archives publiques. Le palais de justice de Memphis, où se déroula le procès, fut reconstruit en 1909 après un incendie, et les nouveaux bâtiments ne portent aucune trace de ce qui s'y était passé 6 décennies plus tôt. L'histoire s'efface ainsi, lentement, mais inexorablement. Les bâtiments disparaissent, les documents se désintègrent, les témoins meurent, et avec eux meurent les mémoires vivantes des événements. Dans quelques générations, si aucun effort particulier n'est fait pour préserver cette histoire, l'affaire Caldwell pourrait disparaître complètement, devenir un de ces innombrables secrets que le temps enterre sans laisser de traces. Mais peut-être y a-t-il une raison pour laquelle cette histoire refuse de disparaître complètement. Peut-être qu'elle persiste dans les archives poussiéreuses, dans les registres jaunis, dans les fragments de témoignages, parce qu'elle a quelque chose d'essentiel à nous dire sur la nature humaine et sur les sociétés que nous construisons. Elle nous rappelle que la cruauté systématique n'est pas une anomalie de l'histoire, mais une possibilité permanente qui émerge lorsque nous déshumanisons certains groupes d'êtres humains. Aujourd'hui, quand nous regardons en arrière vers l'esclavage américain, nous avons tendance à le voir comme un mal monolithique, une institution uniforme de cruauté et d'exploitation. Mais l'affaire Caldwell nous rappelle que même au sein de cette institution déjà monstrueuse, il existait des gradations de l'horreur, des niches où l'imagination perverse pouvait inventer de nouvelles formes d'abus que même les défenseurs les plus acharnés de l'esclavage trouvaient troublantes. La vraie terreur de cette histoire ne réside pas dans les actes spécifiques de Nathaniel et Abigail, aussi horrifiants soient-ils. Elle réside dans la révélation que l'esclavage, en transformant des êtres humains en propriété absolue, créait un espace où littéralement n'importe quelle perversion pouvait être perpétrée sans conséquence,
tant qu'elle ne violait pas les tabous internes de la classe dominante blanche. Les Caldwell ne furent pas punis pour ce qu'ils firent à leurs esclaves. Ils furent punis pour l'inceste, pour avoir violé un interdit qui concernait les relations entre blancs. Cette distinction est cruciale. Elle révèle que même le procès qui les condamna était fondamentalement vicié par le même système de valeurs qui avait permis leur crime en premier lieu. Le tribunal ne reconnut jamais vraiment l'humanité complète des victimes. Les 14 enfants furent traités tout au long du procès, non pas comme des victimes de viols et d'abus, mais comme des preuves matérielles de l'inceste entre Nathaniel et Abigail. Leur statut d'êtres humains avec leurs propres droits et leur propre dignité ne fut jamais pleinement reconnu. Patience, malgré son témoignage courageux, retourna à l'esclavage immédiatement après le procès. Le fait qu'elle fût finalement affranchie par Joshua Brennan était dû non pas à une décision du tribunal ou à une reconnaissance officielle de ce qu'elle avait enduré, mais à l'intervention d'un individu charitable qui agissait en dehors du système judiciaire. Le système lui-même ne lui offrit aucune réparation, aucune compensation, aucune reconnaissance formelle de son statut de victime. C'est peut-être cet aspect de l'affaire qui la rend si difficile à confronter aujourd'hui. Elle nous force à reconnaître que même lorsque le système esclavagiste punissait ses excès les plus flagrants, il le faisait d'une manière qui réaffirmait ses propres valeurs fondamentales de suprématie blanche et de négation de l'humanité noire. Il n'y eut pas de moment de justice véritable dans cette histoire, pas de moment où les victimes furent pleinement reconnues et leurs droits pleinement restaurés. Les derniers documents relatifs à l'affaire Caldwell datent de 1989, lorsque le professeur Hutchinson publia son article académique. Depuis lors, l'affaire est retombée dans l'obscurité relative. Quelques thèses de doctorat l'ont mentionné en passant. Quelques articles spécialisés l'ont analysée sous différents angles. Mais elle n'a jamais capturé l'imagination publique de la manière dont d'autres scandales historiques l'ont fait. Peut-être est-ce préférable ainsi. Peut-être que certaines histoires ne sont pas destinées à devenir des divertissements populaires ou des leçons morales simplistes. Peut-être que l'affaire Caldwell doit rester dans les marges, accessible à ceux qui cherchent véritablement à comprendre les profondeurs de la dépravation humaine et les structures sociales qui la rendent possible, mais protégée de la trivialisation qui accompagne souvent la popularité. Ce qui est certain, c'est que quelque part dans les sous-sols du palais de justice du comté de Shelby à Memphis, Tennessee, l'alias de documents reliés par un ruban noir continue d'exister. Les pages jaunies, avec leur écriture soignée du XIXe siècle, leurs annotations méticuleuses, leurs révélations horrifiantes, attendent dans l'obscurité humide témoignages silencieux d'une époque et d'un système qui permirent l'impensable. Et quelque part en Amérique, peut-être, vivent des hommes et des femmes qui portent dans leur code génétique l'héritage de Nathaniel et Abigail Caldwell, sans le savoir, vivant des vies ordinaires, ignorant complètement l'origine extraordinaire et terrible de leur lignée. Pour eux, cette ignorance est peut-être une bénédiction. Car que pourrait-on faire d'une telle connaissance, sinon la porter comme un fardeau supplémentaire dans une histoire déjà saturée de fardeaux? L'affaire Caldwell pose finalement une question à laquelle il n'existe pas de réponse satisfaisante. Combien d'autres histoires similaires, combien d'autres horreurs méthodiques et soigneusement documentées reposent dans des archives oubliées à travers tout le Sud américain, attendant d'être découvertes ou peut-être destinées à rester à jamais ensevelies? Et si nous les découvrons, que faisons-nous de ces connaissances? Comment honore-t-on la mémoire des victimes sans transformer leur souffrance en spectacle? Comment tire-t-on des leçons du passé sans rouvrir des blessures qui n'ont jamais vraiment guéri? Ces questions restent sans réponse, suspendues dans le silence qui suit toute révélation d'horreur historique. Tout ce que nous pouvons faire peut-être, c'est témoigner, reconnaître que cela s'est produit, reconnaître que les victimes ont existé, qu'elles ont souffert, qu'elles ont survécu ou péri, et que leur histoire mérite d'être connue, même si elle ne peut jamais être pleinement comprise ou pleinement réparée. La dame de Memphis qui procréa 14 esclaves avec son propre frère n'était pas un monstre sorti d'un conte fantastique. C'était une femme réelle,
vivant dans une société réelle, opérant selon une logique qui, aussi pervertie soit-elle, était rendue possible par les structures légales et sociales de son époque. Reconnaître cette réalité, reconnaître que de telles personnes peuvent exister et prospérer dans certaines conditions sociales, c'est le premier pas vers la vigilance qui pourrait empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent sous de nouvelles formes. Car c'est là l'ultime leçon de l'affaire Caldwell. Le mal extraordinaire n'exige pas de circonstances extraordinaires. Il suffit de systèmes qui déshumanisent, de lois qui permettent l'exploitation absolue, et de personnes suffisamment intelligentes et suffisamment dépourvues de scrupules moraux pour exploiter ces systèmes jusqu'à leurs limites les plus sombres. Ces conditions ont existé dans le passé. Elles pourraient exister à nouveau. C'est notre responsabilité collective de s'assurer qu'elles ne le fassent pas.